Bonsoir, et oui, nous avons changé de décor exceptionnellement ce soir, émission spéciale et mobile parce que les Suisses ont la bougeotte. Nous parlerons des moyens de transport qui se livrent une sacrée concurrence. Avions, trains, bus, voitures, covoiturage, voitures électriques, lequel vous fera voyager le moins cher avec le trajet le plus court, le moins polluant ou vice-versa. Cette enquête nous a réservé pas mal de surprises. Et en deuxième partie d'émission, on s'énervera contre le spoofing, l'usurpation de numéros de téléphone. On sait que c'est la guerre des prix entre avions, bus, trains, mais le prix c'est une chose. D'ailleurs, on le calcule rarement si on prend sa voiture. La durée et les aléas du trajet c'en est une autre. Pour la démonstration, À Bon Entendeur a demandé à plusieurs personnes de tester différents moyens de transport en partant du même lieu pour arriver au même endroit avec des billets achetés le même jour. Première étape. Son château du 14e, sa double crème réputée, son charmant marché, nous sommes à Bulle. Au cœur de la Suisse romande, le chef-lieu de la Gruyère sera le point de départ du voyage de nos deux amies. Elle, c'est Romane, elle a 24 ans. Malgré un porte-monnaie pas trop garni en ce moment, elle ne rêve que d'une chose, d'un petit week-end à Paris. Lucia a 29 ans, c'est une grande amoureuse de la nature. Elle aussi aimerait bien découvrir Paris, mais en réduisant au maximum l'impact écologique du voyage. Du centre de Bulle jusqu'à la Tour Eiffel, nous avons comparé 6 modes de transport. La voiture traditionnelle, la voiture électrique, le train, l'avion et 2 nouveaux modes de transport très en vogue ces dernières années, le covoiturage et le bus. Tous les billets ont été achetés 4 semaines avant le départ. Romane, l'économe, se laisse tenter par les nouvelles lignes de bus. Un Bulle-Paris avec la compagnie Flixbus pour 53 francs, c'est intéressant. Pour arriver à Paris vendredi matin, Romane doit partir jeudi soir de Bulle et voyager de nuit. Pour À Bon Entendeur, Romane et Lucia vont nous transmettre régulièrement leur petit carnet de route en vidéo. Lucia, l'écolo, n'hésite pas longtemps. C'est une adepte convaincue du train, même si c'est plus cher. 173 francs l'aller simple, d'abord jusqu'à Lausanne, puis en TGV jusqu'à la Ville Lumière. L'objectif, c'est de comparer le prix, la durée, le confort et l'impact écologique des différents moyens de transport. Pour les besoins de la démonstration, je vais moi aussi faire le voyage Bulle-Paris avec Blablacar, numéro 1 mondial du covoiturage. Le jour prévu pour mon voyage, il n'y avait sur Blablacar aucune voiture pour Paris au départ de Bulle. Un certain Stéphane proposait bien des places dans son véhicule au prix de 41,50 €, mais c'est au départ de Saint-Julien, à la frontière genevoise. Il va donc falloir m'y rendre. Jeudi, fin d'après-midi, pour Romane, c'est le grand départ. Bah ça y est, il est là! Première étape, Bulle-Berne à bord d'un véhicule de la société suisse Eurobus, allié au géant allemand Flixbus. On part de Bulle, à l'heure. Le bus est confortable, on n'est que 3 dedans pour le moment. Tout est propre, il y a de la place. On est plutôt bien. J'ai le droit à un magnifique coucher de soleil. À côté du prix, le confort, c'est l'autre argument des publicités Flixbus. Des bus modernes avec des toilettes. Du Wi-Fi gratuit. De l'espace pour les jambes. Et des prises électriques à foison pour pouvoir recharger les appareils. Après un bref arrêt à Fribourg pour embarquer des passagers, c'est l'arrivée à Berne. Enfin, Berne, c'est vite dit. Je pensais qu'on nous déposait plein centre de Berne, et en fait pas du tout. C'est au milieu d'une aire d'autoroute, on est au milieu de nulle part.
je pense à plusieurs kilomètres du centre. Il n'y a rien pour se mettre à l'abri. Là, on est quoi? C'est 19h, je dois attendre jusqu'à 21h ici, toute seule. C'est génial. Le temps passe, l'attente se prolonge, ça creuse. On va partir sur un repas super équilibré. Voilà. C'est tout ce qu'il y a des kilomètres. La tente là-bas est fermée. Il y a 3 toilettes qui sont fermées. C'est absolument génial. Tout est bon dans cette expérience. Pour Romane, l'expérience tourne au vinaigre. Et pourtant, elle a encore de la chance, car pour ce qui est des galères en autocar, il y a bien pire. Et oui, pire, c'est ce qu'a subi un couple tenté par le prix du bus et ce choix leur a valu quelques sérieux ennuis. Le 22 mai dernier, à Bâle, Dimitri Chénia et sa femme Isabelle montent à bord d'un bus pour Bruxelles. Ils vont passer quelques jours en Belgique où ils ont de la famille. D'habitude, ils prennent le train ou l'avion, mais cette fois, ils se laissent séduire par Flixbus, le géant allemand de l'autocar. Comme on n'a pas de voiture et pas de permis, on s'est dit on va essayer parce que les prix avaient l'air très intéressants, enfin voire imbattables par rapport au train ou à l'avion. Ça nous a fait 120 francs, donc 30 francs par trajet par personne. C'est effectivement un très bon marché par rapport au reste. Et les voilà partis. Jusqu'à mi-parcours, rien à signaler. C'est là qu'un incident apparemment bénin, du côté des toilettes, va tout faire basculer. Les chauffeurs nous ont annoncé que les toilettes étant hors service, ils allaient s'arrêter entre 15 et 20 minutes sur une aire d'autoroute au Luxembourg, l'aire de Capellen, je crois. Ils ont dit entre 15 et 20 minutes, vous vous en souvenez? Oui, je me souviens, ouais, tout à fait. Sur cette aire luxembourgeoise, l'arrêt pipi va tourner au cauchemar. En sortant des toilettes, on s'est dit qu'on allait prendre un petit sandwich au passage. En regardant l'heure, je me suis dit que ça jouait, on était dans les temps. Et quand on est sorti avec nos petits sandwichs de la station essence, on a vu le bus nous passer devant le nez, enfin reprendre son chemin. Vous l'avez vu partir? On l'a vu partir, oui. Enfin, ma femme l'a vu partir. Elle m'a dit mais c'est notre bus. J'ai dit mais non, il nous a... non. Oui, c'était notre bus, oui. Le bus est parti, les Chénias sont restés en rade. Gros problème. Ma femme avait pris son sac à main, mais moi j'avais juste pris mon porte-monnaie et mon attel. Donc tous les bagages étaient dans le bus, soit 2 valises dans la soute et puis mon sac à dos que j'avais laissé sur le siège en me disant voilà, je vais aux toilettes, je reviens et puis voilà. Donc on s'est retrouvés effectivement un peu tout nus sur une aire d'autoroute à 8h du matin. La première chose que j'ai faite, c'est téléphoner au service client de Flixbus pour leur dire ce qui se passait. Et là, ils m'ont dit non, on peut pas faire revenir le bus et on n'a pas moyen de contacter les chauffeurs du bus. On me demande de remplir un formulaire sur Internet pour décrire ce qui s'est passé. Et pendant ce temps, le bus fonce vers Bruxelles avec les bagages, mais sans les Chénias. Je leur ai quand même posé la question, on est censé faire quoi pour aller jusqu'à Bruxelles? Et on m'a dit, vous devez rejoindre votre destination par vos propres moyens. Ah c'est chouette ça. Ouais, c'était sympa. Alors ça nous a coûté une 60aine d'euros pour le taxi. Et puis ensuite, on a pris le train depuis Arlon jusqu'à Bruxelles. Encore, je crois, 45 euros à peu près. Ouais, donc c'est plus de 100 francs. Oui. Un argent dont il ne reverra jamais la couleur. Dimitri et Isabelle se souviendront longtemps de leur voyage. Un petit tour sur Internet montre qu'ils ne sont pas les seuls. Notre mésaventure, visiblement, elle est, si ce n'est fréquente, en tout cas récurrente, et c'est des problèmes que beaucoup de gens, semble-t-il, ont rencontrés. Les Chénias ont déposé plainte pour vol auprès de la police neuchâteloise. Ils ont actionné leur protection juridique. Ils ont remué ciel et terre, par mail, par téléphone. 5 mois après leur voyage, l'automne est venu, mais ils n'ont toujours pas revu leurs bagages. Vous pensez qu'un jour vous les reverrez, ces bagages? Non. Honnêtement, je pense que c'est fichu, là. Perte et profit. Oui, perte surtout.
Pas le moindre centime de remboursé, c'est quand même assez révoltant. Malik, bonsoir. Bonsoir, Manuel. Vous êtes de retour de Paris, vous avez signé ces reportages avec Régis Miji et vous avez surtout demandé évidemment des explications à Flixbus. Oui, et puis la réponse de Flixbus, elle est très très claire. Lorsqu'un bus s'arrête, où que ce soit, c'est la responsabilité du passager et de lui seul d'être présent au moment où le bus repart. En fait, le conducteur n'a aucune obligation de compter le nombre de passagers qui descendent et qui remontent. Flixbus dit que c'est trop compliqué. Et puis alors, quant à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'histoire des Chenia, Flixbus est parfaitement incapable de nous répondre parce que, disent-ils, après 3 mois, toutes les données sont effacées, donc on ne saura jamais ce qui s'est passé. La seule chose qu'ils nous ont confirmé, c'est qu'effectivement, ils ont perdu les bagages des Chenia. C'est tout. C'est tout. Bon. Alors il faut savoir aussi que Flixbus offre 3 lignes sur la Suisse, qui traversent la Suisse. Mais ce n'est pas une compagnie de bus comme les autres, c'est un peu le Uber du bus, on pourrait dire. En réalité, Flixbus ne possède qu'un seul et unique bus. C'est ce qui lui permet d'être enregistré comme entreprise de transport. Tous les autres bus qui roulent sont gérés par des sous-traitants et c'est souvent des toutes petites entreprises de transport. C'est bien ça qui est compliqué dans l'affaire des Chenia, pour y revenir. Les Chenia sont partis avec Flixbus, une compagnie allemande, ils sont partis de Suisse, ils ont passé par l'Allemagne, ensuite ils se sont fait larguer au Luxembourg et ils allaient en Belgique avec un sous-traitant belge. Donc allez vous y retrouver là-dedans. Même l'avocate responsable de la protection juridique des Chenia n'a pas réussi à savoir à qui il fallait s'adresser pour récupérer les fameux bagages. Waouh, un peu infernal. On va revenir à notre voyageuse en bus, Romane. Eh bien, Flixbus ne l'a pas abandonnée sur une aire de parking, mais à ce stade de son voyage, c'est pas beaucoup mieux. Regardez. On retrouve Romane dans son bus entre Berne et Paris, et là, ça ne rigole plus. Que dire? La Wi-Fi ne fonctionne pas. La lumière en haut, elle ne fonctionne pas. Ouais, là non plus. J'ai essayé celle de devant, ça ne fonctionne pas non plus. Sans compter les toilettes bouchées. Bon, les sièges sont assez durs. J'espère que ça ira pour dormir. Après 35 km dans la nuit, surprise. Je suis de retour à Fribourg. Donc en fait, je suis partie de Bulle, avec un arrêt à Fribourg, pour aller à Berne, attendre 2 heures dans le froid au milieu de nulle part, pour retourner à Fribourg, aller à Lausanne, et après partir sur Paris. Ah non mais là, ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve, c'est génial. 6 heures pour aller de Bulle à Genève. Et il reste plus de 500 km jusqu'à Paris. Après Genève, le bus va s'aventurer sur de toutes petites routes et passer la frontière par la minuscule douane de Chancy, bien loin de l'entrée de l'autoroute. Après une nuit et plus de 14 heures de voyage, le bus de Romane atteint enfin la capitale française. Mon collègue et moi, espérons que vous avez passé un agréable moment. Désolé pour le retard. Et sur ça, nous vous souhaitons une très bonne journée et à la prochaine sur Flixbus. J'ai plus de dos, plus de jambes. J'étais coincée entre quelqu'un qui ronfle et la personne de devant qui a reculé son siège au maximum. Il n'y a rien qui a expliqué nulle part pour le métro M6. Donc bon. Ça y est, j'ai trouvé. Et pendant que Romane poursuit sa quête de Tour Eiffel dans un Paris qui s'éveille, vendredi matin, Lucia démarre son voyage en train. Départ pile à l'heure, confortablement installée, bref, pour elle, tout va bien. C'est très beau. Je suis dans le train, dans le TGV pour Paris. Tout confort. Il y a une prise pour recharger mon attel, j'ai une tablette. Tout va très bien. On est bien posé, j'ai peut-être piqué un somme. C'est maintenant mon tour de tenter l'expérience Blablacar. Première étape, le train, direction Genève. Et le coup de stress arrive au moment le plus inattendu. Ben voilà, le train est à l'arrêt, à quelques mètres de la gare de Romont. On ne peut pas descendre. La correspondance pour Genève est dans 4 minutes. Je ne sais pas ce qui va se passer. On va voir. Ah, l'autre train vient d'arriver sur l'autre quai. On se dépêche.
Voilà, par les poils. Une fois à Genève, plus que 2 bus avant d'atteindre le lieu du rendez-vous, en France voisine. C'est ici que j'ai rendez-vous avec mon chauffeur Blablacar. Il n'y a plus qu'à attendre, ça devrait être une voiture noire. Et avec quelques minutes d'avance, la voici, la voiture noire. Bonjour, ça va? C'est vous alors? C'est vous? Ouais. Hein? Super. Bon, alors on part pour Paris alors? Ouais, exactement. Il y a juste une personne qui va arriver dans 10 minutes. Pas de problème, on Et, l'attend. Voilà. D'accord. C'est parfait. Il reste un peu de place, mais... Ben, on va faire. Aïe, ensemble. ouais, Non, j'ai mais pas- pour le bah, sac sinon à je dos. le mets devant. Non, mais il y aura de la place, C'est regardez. vrai? Ah, voilà. Non, mais de toute façon, ça va pas gêner votre sac à dos. Surprise, le passager est une passagère mineure, Nada, 17 ans, amenée par une maman inquiète. C'est la première fois que je la lâche aller à Paris toute seule, donc voilà. J'ai le cœur arraché un peu, mais voilà. T'as pas besoin de l'IPAD. C'est parti, je vais maintenant faire connaissance avec mes compagnons de voyage. Jérémy, Stéphane le chauffeur et une jeune fille qui a un hobby particulier, elle apprend le coréen. C'est vrai que c'est pas courant en fait, c'est une passion que j'ai depuis toute petite. Et tu apprends toute seule? Oui, toute seule. 같이 파리에 가요. Nous allons ensemble à Paris. Et à Paris, Stéphane y va plusieurs fois par année. Pour lui, Blablacar, c'est une évidence. Pourquoi tu fais ça en fait? Bah, pour l'argent. Parce qu'en même temps, ça te paye un peu tes frais. Donc au final, bah, tu dépenses moins. Chaque passager a payé 48 francs. Blablacar prend un peu moins de 8 francs de commission. Stéphane touche donc 40 francs par passager, ce qui, pour ce voyage, lui payera pratiquement toute l'essence et les péages. Mais l'argent n'est pas la seule motivation. Si tu es tout seul à partir ou vous êtes deux, ben, c'est pas dérangeant d'avoir quelqu'un de plus, d'apprendre à connaître. Ça fait toujours des discussions à avoir et voilà, pourquoi pas des rencontres? On ne sait pas. Tu trouves facilement des passagers? Oui. À chaque fois que j'ai mis mon annonce, j'ai toujours eu au moins un passager ou plus. J'adore discuter, je suis un grand bavard. T'es un tuateur? Exactement. Ça t'est arrivé d'avoir des mauvaises expériences? Blablacar, non. Ce qui est bien avec Blablacar, c'est qu'on n'est pas obligé de discuter ou de faire connaissance. Si on voit qu'il n'y a pas trop de feeling, et bon, à ce moment-là, on peut rester de notre téléphone ou de notre tablette comme la jeune fille à gauche. Non, je rigole. Est-ce que t'as déjà pris souvent Blablacar? Bah juste une fois, donc là ça va faire la deuxième fois. Mais ça s'est toujours bien passé, voilà. Alors voilà, on a fait un peu moins de la moitié du chemin et c'est le temps de faire une petite pause. Une pause sandwich. On vous retrouve Malik. Alors parlons d'abord de cette pauvre Romane. Comment est-ce que Flixbus a pu lui imposer un trajet pareil? Alors c'est vrai que faire Bulle-Genève en 6 heures en passant par Berne, c'est complètement absurde. Le problème, nous dit Flixbus, c'est que la compagnie suisse qui gère la ligne, Eurobus, est au bénéfice d'une concession. Et cette concession, elle est extrêmement stricte. Eurobus, par exemple, n'aurait pas le droit de vendre un Bulle-Fribourg-Paris sans passer par Berne. En fait, le trajet proposé est le seul possible. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Flixbus continue à vendre des Bulle-Paris en sachant que le trajet est absurde? Après notre reportage, Flixbus nous a promis qu'ils allaient regarder attentivement le réseau suisse et peut-être apporter quelques corrections. Et je pense qu'en effet, il y a urgence. La nouvelle est tombée aujourd'hui. L'arrêt de Bulle sera bientôt supprimé par Eurobus. On va parler de votre trajet à vous. Vous avez fait Saint-Julien-Paris. Vous avez payé 48 francs sur Blablacar. Si vous n'avez pas pu partir de Bulle, c'est que Blablacar, numéro 1 du covoiturage au monde, est pourtant absent de la Suisse. C'est étrange. Exactement. En fait, pour aller par exemple sur la France, la quasi-totalité des trajets proposés partent soit d'une ville qui est tout près de la frontière, soit carrément de France voisine. C'est pour ça que j'ai dû aller à Saint-Julien. Alors, Blablacar, 60 millions d'utilisateurs présents dans 22 pays, dans tous les pays d'Europe, en tout cas, sauf la Suisse et l'Autriche. Alors, on aurait bien voulu savoir pourquoi, mais on a posé la question à Blablacar à Paris, on voulait faire une interview, mais on nous a dit que les dirigeants étaient beaucoup trop occupés et ils n'avaient pas le temps. Quel dommage, bien sûr. Mais on aimerait savoir comment se fixe le prix sur Blablacar. Alors en fait, c'est Blablacar qui propose un prix au conducteur, un prix par passager, et c'est un prix qui est basé sur la longueur du trajet et c'est indépendant du nombre de passagers. Alors le conducteur, une fois qu'il a ce prix, il peut l'augmenter un peu, mais jusqu'à un certain point, parce qu'en fait,
il n'a pas le droit de faire du bénéfice. S'il commençait à faire du bénéfice, ce serait considéré comme un revenu, et à ce moment-là, il devrait le déclarer aux impôts. Donc, avec Blablacar, on peut couvrir ses frais, mais pas gagner de l'argent. D'accord, c'est assez clair. Merci pour ces explications. Bonne soirée, Malik. Bonne soirée. Le covoiturage existe bien sûr en Suisse. Plusieurs petites plateformes se sont lancées. Est-ce que ça marche? On va le voir avec quelques exemples. À la douane franco-suisse de Tonnet-Vallard, une voie réservée au covoiturage vient d'être aménagée pour passer d'un pays à l'autre. C'est une première en Europe. L'expérience doit durer 1 année. En Suisse, le covoiturage n'a pas la cote. C'est une évidence, il n'y a pas grand monde dans les habitacles. 1,1 personne par véhicule, chiffre officiel. Le plaisir d'être tranquille dans sa voiture, des trajets courts, un niveau de vie élevé, les raisons du désamour helvétique sont multiples. À Cossonay, 14 000 voitures traversent chaque jour la localité. Pour tenter de réduire ce trafic, la commune a créé des parkings gratuits à l'extérieur de la ville à l'intention des covoitureurs. D'autres communes vaudoises, situées près des entrées d'autoroute, ont elles aussi aménagé de tels parkings. Mais ça ne suffit pas. À Cossonay, il y a quelques années, monsieur le syndic a tenté d'aller plus loin et d'organiser le covoiturage. Enregistrement des conducteurs et des passagers, ouverture d'une permanence téléphonique, application Internet. Le résultat fut mitigé. La difficulté, c'est qu'il faut que les gens s'inscrivent. Donc, il faut que ceux qui vont à Lausanne tous les jours, mais qui vont à Genève, mais qui font un grand voyage à Berne, comment il faudrait qu'ils s'inscrivent? Ils ne le font pas forcément. Et puis les gens se disent, bon, je m'inscris une fois, puis après, tant pis, quoi. Puis même les conducteurs, ils doivent remplir les conducteurs doivent remplir quelques conditions. Je crois que d'après ce qui est marqué, c'est sans alcool, c'est toujours très... Ouais, il faut être discipliné. C'est-à-dire de devoir s'engager à jamais boire un apéro. Chez nous, c'est quand même un peu plus compliqué, parce qu'on est quand même le canton de Vaud, et puis sur la côte, les gens sont toujours très prudents, puisque la loi nous interdit 0,5. Bien sûr. Mais quand vous signez pour 0,0, c'est un petit peu différent, peut-être. Vous pensez que c'est un des obstacles qu'il y a eu? Je pense pas forcément, mais ça n'a pas aidé, disons. Il y a quand même une région où le covoiturage marche plutôt bien, c'est l'arc jurassien. Du Nord vaudois à la Joie, à cheval sur 4 cantons et 2 pays, toute une organisation s'est mise en place pour favoriser le covoiturage. L'originalité de ce projet, c'est qu'on a fait appel aux entreprises. Les pouvoirs publics, les communes peuvent réfléchir ensemble à un dispositif, mais si ensuite les entreprises ne font pas le relais et n'appliquent pas une politique incitative à l'interne de leur entreprise, il est difficile effectivement à la fois d'accéder aux covoitureurs potentiels et ensuite de les motiver suffisamment pour qu'ils franchissent le pas. Dans la vallée de Joux, STS est une entreprise d'une 60aine d'employés spécialisée dans la galvanoplastie pour l'horlogerie. Ici, c'est bien simple, seuls ceux qui covoiturent ont droit à une place de parking devant l'usine. Alors pour organiser le parking, j'ai donc la liste du personnel qui convoiture. Ouais. Je fais un planning où tout est géré, plaque d'immatriculation. Donc chaque voiture qui vient ici, elle a une place qui lui est attribuée. Exactement, que des convoitureurs. Que des covoitureurs? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive tout seul avec ma voiture? Quand vous arrivez, vous n'avez pas de place. Vous allez vous garer ailleurs, tout simplement. Loin d'ici? Non, c'est, je dirais, à 1000 mètres à pied. Une politique volontariste qui, au début, n'a pas fait que des heureux. Est-ce que ça a râlé? Il faut dire les choses comme elles sont. Au début, un petit peu, c'est pas normal que j'ai pas une place de parc alors que je suis un salarié de l'entreprise. Mais quelque part, si vous ne mettez pas des contraintes, vous n'arrivez pas au résultat. Des contraintes, mais aussi du dialogue pour populariser le covoiturage. La direction a consulté le personnel et elle a modifié son organisation du travail. Il fallait qu'on donne des facilités. Les facilités, ça a été une adaptation des horaires. La majeure partie de la vallée de Joux commence à 7h et finit à 16h. On a décalé de 30 minutes avant, de manière à ce que les gens puissent commencer à 6h30 et partir à 15h30 avant le flux ininterrompu de voitures. Et il a aussi fallu répondre à d'autres demandes.
Une raison était effectivement, oui, mais si mon enfant est malade, pour les mamans entre autres, Et que je dois partir. et que je dois partir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une voiture et on l'a mis à disposition du personnel pour les personnes qui en auraient besoin pour partir plus vite. Résultat, aujourd'hui chez STS, le covoiturage est entré dans les mœurs. Gloria, Stéphanie, Sandrine et Charlotte viennent chaque jour travailler ensemble. Elles habitent en France, à une 40aine de kilomètres de l'usine. Le matin, on part chacune de chez nous et à un certain endroit où on gare les voitures, on se donne rendez-vous à telle heure. Puis à la minute près, tout le monde est là. On charge tout le monde dans la voiture. Chaque personne prend sa voiture une semaine sur 4. Dans la voiture, ça permet d'échanger aussi la charge qu'on a eue toute la journée au travail. On évacue entre nous. Et comme ça, une fois qu'on arrive à la maison, on passe à autre chose. Il n'y a pas des jours où on en a un peu marre d'avoir toujours les mêmes têtes dans la voiture, puis les mêmes têtes dans l'usine? Il faut choisir les têtes. Mais l'avantage, c'est que dans la voiture, on peut choisir. À l'usine, on ne peut pas. Donc, on tient le bon bout dans la voiture. On est bien dans la voiture. Oui, on est bien. À ce jour, environ 125 entreprises ont adhéré à notre dispositif, ça fluctue un peu. C'est environ 32-33 000 collaborateurs. Et sur ces 33 000 collaborateurs, on a un peu plus de 7 000 personnes qui covoiturent tous les jours dans l'arc jurassien. Ça fait quelques milliers de véhicules en moins sur les routes, c'est toujours bon à prendre. Mais le versant suisse de l'arc jurassien compte 205 000 postes de travail. Avec 7 000 covoitureurs, il reste donc une belle marge de progression. Covoiturage pour aller à Paris, ou en train, ou en bus, on retrouve nos voyageurs. Troisième et dernière étape. Mon expédition en Blablacar se poursuit dans les jeux et la bonne humeur. Alors, P. R. Pendant ce temps, à bord du TGV, l'ambiance est nettement plus feutrée. Pour Lucia, le voyage touche à sa fin. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV arrivera à Paris, gare de Lyon, son terminus. La gare de Lyon, c'est aussi le terminus choisi par Stéphane. C'est là, faut que j'aille. Pour y déposer ses passagers. Ben voilà. Merci Stéphane. Bulle Paris, en bus, en train ou en covoiturage, 3 expériences bien différentes. Je suis partie avec le coucher de soleil. Là, j'ai la chance d'avoir le lever de soleil. C'était l'enfer. Tadam! La Tour Eiffel. Non, très bon voyage, pas de problème. Terminus, le Trocadéro. Depuis Bulle, j'aurais donc pris 2 trains, 2 autobus, le covoiturage et 2 lignes de métro. C'est sympa, mais c'est un peu long. En avion, le voyage aurait été évidemment plus court, mais depuis Bulle, notre point de départ, ce n'est pas le moyen de transport le plus rapide. Durée du trajet, prix et maintenant l'empreinte écologique de tous ces moyens de transport. C'est avec vous qu'un bon entendeur a demandé à faire les calculs. Sébastien Ambert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en bilan écologique chez Cantis, qui est cabinet de conseil en analyse du cycle de vie. Question simple pour commencer, évidemment. Sur quelle base de données vous vous êtes reposé pour calculer toutes les empreintes écologiques de tous ces moyens de transport? Dites-moi. Alors, pour tous les moyens de transport, nous avons calculé pour le trajet simple les consommations énergétiques de fuel ou d'électricité. Nous avons aussi pris en compte l'énergie grise pour fabriquer les moyens de transport, qui, elle, est amortie sur la durée de vie totale des moyens de transport. Et ensuite, nous avons pris en compte le taux moyen de remplissage et nous avons ramené tout ça par passager. On va voir le classement, mais je rappelle tout de même que l'empreinte écologique a été calculée pour une personne sur tout le voyage et pour un aller simple. Regardez. Le champion du déplacement écologique, c'est évidemment le train. En choisissant de rejoindre Paris par la voie ferrée, Lucia n'a rejeté que 11 kg de CO2 dans l'atmosphère. En plus, depuis Bulle, c'est elle qui a atteint le plus rapidement la Tour Eiffel, 5 heures et 38 minutes. Par contre, c'est le voyage le plus cher. En prenant ses billets un mois avant le départ, Lucia aura déboursé 175 francs pour le train en Suisse, le TGV et le métro à Paris pour aller de la gare de Lyon au Trocadéro. Plus surprenant, sur la deuxième marche du podium, le bus.
L'interminable périple de Roman en autocar n'a finalement rejeté que 44 kg de CO2 par voyageur. C'est vraiment peu pour un temps de parcours qui a battu tous les records. Bulle, la Tour Eiffel, 14h30. Maigre consolation, c'est le voyage le moins cher. Le bus et le métro n'ont coûté que 55 francs. En troisième position, Blablacar. Le voyage en train, le covoiturage et le métro ont produit 64 kg de CO2 par personne. Le prix du voyage est raisonnable, 95 francs. Le temps du parcours l'est beaucoup moins. 9h20, c'est long. Ensuite, la voiture électrique. L'impact écologique est quasiment le même que le covoiturage. 65 kg de CO2 pour une personne, surtout à cause de l'énergie grise nécessaire à la construction de la voiture. Le temps de parcours est vraiment difficile à estimer. Disons entre 7 et 9 heures, ça dépend du temps nécessaire à la recharge de la batterie. Prix du voyage, électricité et péage compris, 93 francs. Avant-dernier du classement, l'avion. 102 kg de CO2 par passager, c'est beaucoup. Et le voyage dure 1 heure de plus qu'en train. Et oui, le temps d'aller de Bulle à Cointrin, d'y être 1h30 avant le départ du vol, puis à Paris, le temps de rejoindre le Trocadéro total, 6h41. Tout ça pour un prix plutôt élevé de 160 francs. Enfin, lanterne rouge écologique pour la bonne vieille voiture à essence. En allant tout seul à Paris, un automobiliste va rejeter 169 kg de CO2 dans l'atmosphère, 15 fois plus qu'avec le train. Depuis Bulle, il atteindra la Tour Eiffel en 7h01. En comptant 2 pauses de 20 minutes, c'est pas mal, mais attention aux bouchons. Le voyage lui coûtera 140 francs, c'est le troisième le plus cher. Tous les prix que nous mentionnons sont évidemment valables pour un jour J, pendant lequel nous avons réservé toutes les places. Sébastien Ambert, on se retrouve. Alors, dans ce classement, il y a quand même des choses qui peuvent paraître étonnantes. Par exemple, dans nos scénarios, l'avion est moins polluant que la voiture à essence. Expliquez-nous ça. Ce résultat est donc pour une personne si on va à Paris avec sa voiture seule. Il est vrai que si on est seul et qu'on va à Paris, il vaut mieux prendre l'avion que de prendre sa voiture et la faire rouler tout seul. D'accord, et si on est 3 ou 4, alors là, ça s'inverse. Exactement. La voiture devient plus compétitive que l'avion à partir de 2-3 personnes. Autre chose qui pourrait être étonnant, le bus se retrouve juste derrière le train. Or, on se dit qu'un bus, c'est gros, ça consomme beaucoup. Alors un bus consomme beaucoup, mais il porte aussi beaucoup de passagers. Donc par rapport à une voiture, par passager, il y a une consommation de fuel qui est plus faible. Autre chose étonnante, la voiture électrique. On se dit c'est quand même le transport le moins polluant, mais c'est pas si bien classé dans notre classement à nous. Là, expliquez-nous ça aussi. Alors c'est moins polluant qu'une voiture normale. Par contre, par rapport à un train, c'est entre guillemets évidemment plus polluant, car il y a toute l'énergie grise pour fabriquer la voiture électrique qui, elle, va être amortie sur un nombre de kilomètres beaucoup plus faible que l'énergie grise du train. Alors le train, il a aussi besoin d'être construit à un moment donné, c'est aussi de l'énergie. Et oui, mais il parcourt beaucoup plus de kilomètres et il va transporter beaucoup plus de passagers qu'une voiture électrique qui, dans notre scénario, transporte une seule personne. Donc, résultat des courses, si on peut dire, pour une personne, de toute façon, dans un scénario comme celui-là, Bulle, Paris, le train est préférable. Pas discutable. Pas discutable. Merci beaucoup pour ces explications. Bonne soirée à vous. Et puis, si question pollution, l'avion est en avant-dernière position, il y a quand même moyen de diminuer son impact écologique. Regardez. À première vue, c'est simple. Un voyageur peut aujourd'hui compenser financièrement la quantité de CO2 générée, par exemple, par un vol entre Genève et Paris. De nombreux sites Internet permettent de calculer ce CO2 et la somme à verser. De l'argent que le voyageur attribue à un projet de son choix en Suisse ou à l'étranger. Un projet concret de stockage de gaz carbonique. Comme ici, dans la forêt de Souls-Indervelier, dans le canton du Jura. Une forêt transformée il y a quelques années en réserve. Alors, M. Schafter, à quoi est-ce qu'on voit que c'est une réserve ? Eh bien, alors on voit que c'est une réserve par le fait que on voit un très grand nombre d'arbres, un nombre de tiges très important. Vous voyez que c'est tout fermé. Et puis, en aucun cas, on intervient dans cette forêt. Donc là, on touche à rien, en fait. On touche à rien. On n'exploite plus les arbres qui meurent, on les laisse tomber, on les laisse pourrir, se dégrader. Alors on laisse le bois mourir sur place, il n'y a pas question de le prendre même pour du bois de feu.
Plus il y a d'arbres, plus la forêt va stocker du CO2, évitant ainsi qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère et n'aggrave le réchauffement climatique. Mais pour le voyageur, le calcul peut s'avérer complexe. Reprenons l'exemple de notre vol entre Genève et Paris. Selon le site d'Air France, chaque voyageur envoie 46 kg de CO2 dans l'atmosphère. Mais sur le site de Swiss, le même vol représente 63 kg. Sur cet autre calculateur, la balade vers Paris génère 100 kg de CO2. Et pour MyClimate, Genève-Paris, c'est 135 kg. Allez donc vous y retrouver. À Zurich, MyClimate est le numéro 1 suisse de la compensation climatique. Une fondation à but non lucratif qui emploie 60 personnes. Pourquoi les chiffres sont-ils si différents d'un site à l'autre ? Ces calculateurs sont toujours basés sur des hypothèses. Par exemple, la division entre la classe Economy et Business et First, des différents types d'avions et aussi des différents facteurs de charge. Et pour ça, on reçoit des résultats qui sont un peu différents. Ça, c'est un facteur. Et l'autre facteur, c'est qu'il y a des calculateurs qui calculent que le CO2. Il y a des autres calculateurs qui prennent en considération tout l'effet climatique. Ça, c'est pas seulement CO2, mais aussi des autres gaz à effet de serre. Mais même le lien entre l'argent versé par les voyageurs et la forêt jurassienne n'est pas évident. Car en réalité, MyClimate a versé d'avance plus de 120 000 francs aux 2 propriétaires publics de ces forêts pour les dédommager. Car une fois transformée en réserve, une forêt, ça ne rapporte plus rien. MyClimate a donc payé pour le stockage de CO2, indépendamment du nombre de voyageurs qui ont choisi de soutenir ce projet. Des voyageurs qui, de toute façon, sont parfaitement libres de compenser ou pas le CO2 de leur déplacement. L'année dernière, c'était à peu près 1% des émissions de vol en Suisse qui ont été compensées. C'est très, très peu. C'est très, très peu, oui. Nous, en pensant, il y a différentes raisons, mais nous pensons qu'une raison, c'est vraiment que c'est au moment encore trop compliqué pour compenser les émissions. On peut le faire sur notre site Internet, bien sûr, mais je pense que ça, sont seulement des personnes qui sont vraiment motivées qui le font aujourd'hui. Tout à fait libre aussi de choisir son moyen de transport. Si vous voulez revoir tous ces chiffres, ces reportages, une adresse abe.ch. On reste dans le moyen de transport le plus écologique, le train, pour ouvrir un chapitre qui agace au plus haut point, le démarchage téléphonique. Et quand il se double du spoofing, ça devient carrément scandaleux. Les explications de Sophie Lagrange. Stella Tamani n'en peut plus d'être continuellement dérangée par les appels publicitaires. Ils n'ont pas d'horaire. Ça peut commencer tôt le matin et puis finir tard le soir. Et puis, par exemple, on en a compté 18 en 2 heures. Donc, c'est un petit peu tuant. On ne répond plus au téléphone, alors que des gens qu'on connaît veulent nous appeler, si le numéro n'est pas programmé, on ne répond plus. T'es chaud, tu peux voir qui c'est, s'il te plaît? Volontiers. Il y a des gens qui téléphonent pour vous vendre du vin, pour vous vendre toutes sortes de choses. Ou maintenant, en période de fin d'année, les assurances, c'est une catastrophe, mais ces gens ne sont même pas polis souvent. Et puis en plus, ils lisent un texte. Alors, moi, j'aime le dialogue agréable. Et quand c'est une lecture récitée de mauvais goût, je leur dis toujours « Mais vous êtes en train de lire ?» On me dit « Non, non, pas du tout. » Oui, c'est une intrusion, c'est même une persécution. C'est plus qu'une intrusion, c'est permanent et puis ça insiste. Le pire, c'est que ça nous boucle au nez aussi. Donc, je pense que c'est un robot qui fait ça, qui appelle. Stella s'est mise à relever sur sa facture de téléphone les numéros inconnus et à chercher sur Internet à qui ils appartiennent,
puisqu'il s'agit souvent d'appels locaux. Et lors de sa petite enquête, elle a eu quelques surprises. Oui, bonjour. Écoutez, on reçoit toujours des appels avec votre numéro de téléphone de votre cabinet de notaire. Est-ce que vous pouvez me passer la personne responsable du cabinet, s'il vous plaît? On a eu en permanence des téléphones d'un notaire et c'était un cabinet de voyance qui téléphonait sous ce numéro. Alors j'ai appelé le notaire en question qui a fait sa propre enquête parce qu'il n'était pas au courant. Il paraît qu'il y a des applications qui permettent d'avoir ce système de téléphone pour appeler les gens en déguisant le numéro. Alors il y a plein de gens qui ont leur numéro qui est piraté, sauf qu'ils ne le savent pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas une loi qui empêche ça, surtout. En fait, les numéros ne sont pas piratés mais usurpés. C'est ce qu'on appelle le spoofing téléphonique qui permet de se cacher et de ne laisser aucune trace. Une pratique facilitée par les outils librement disponibles sur Internet. Il arrive que le numéro usurpé volontairement ou par hasard appartienne à un abonné réel. C'est ce qui est arrivé récemment à Cornelia Grossenbacher. Et voilà comment elle s'en est aperçue. C'est qui le répondeur automatique? Vous m'avez appelé, mais je ne sais pas qui vous êtes. À ce moment-là, il y a une amie à moi, aussi habitée dans le village, qui m'appelle, qui me dit « Dis donc, tu sais que tu t'es fait usurper ton numéro de téléphone privé ?» Et j'ai dit « Ah, ben je commence à comprendre tous ces messages d'inconnus. » Et elle a dit « Oui, il y a une dame qui m'a appelé avec ton numéro de téléphone fixe, puisque je l'ai enregistré, je t'ai reconnu. » Je décroche, je dis « Salut, comment ça va ?» Et puis elle a dit « Bonjour madame, c'est telle et telle entreprise. » Elle n'a pas compris qui c'était. Elle voulait lui vendre quelque chose. Et puis là, mon amie, elle a dit « Non, mais c'est exclu. » Ça n'a pas arrêté toute la journée après. J'ai eu une 50aine d'appels de gens du village et de la région. Il y avait une dame qui m'a appelée le soir, que c'était la belle-fille d'un monsieur, que lui, il s'est fait vendre du vin. Donc, il s'est fait embobiner, toujours avec mon numéro de téléphone. Cornelia contacte bien sûr son opérateur pour signaler le problème. On lui répond qu'on ne peut rien faire à part lui proposer de changer de numéro. Je trouvais ça quand même un peu gros, surtout que ça fait 23 ans qu'on a le même numéro. Alors je lui ai dit que c'était pas à moi de changer le numéro, mais je pensais plutôt que c'était à eux de protéger leurs clients. Cornelia écrit alors au SECO, le secrétariat d'État à l'économie qui regroupe les réclamations des consommateurs victimes d'appels indésirables et qui peut engager des poursuites en leur nom. Mais la réponse qu'elle reçoit est loin de la satisfaire. Le SECO, il m'a envoyé une longue lettre, en fait un email, qui est assez compliqué à comprendre parce qu'il y a des codes, des articles et de lois qui sont fort intéressants peut-être, mais finalement ça m'aide pas grand-chose. Une longue lettre en effet pour finalement reconnaître l'impuissance des autorités face à ceux qui usurpent les numéros d'abonnés privés et pour avouer que la solution sera plus technique que juridique. Je trouve scandaleux qu'on puisse aujourd'hui, que ça soit via Internet ou robot ou n'importe, utiliser des numéros de personnes privées qui sont toujours en circuit, ces numéros. Je ne comprends pas comment on ne puisse pas juste simplement interdire ce genre de démarche. En attendant une hypothétique solution, Cornelia laisse tourner son répondeur et songe même à supprimer sa ligne fixe. Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. À bientôt. Une solution technique? Eh bien, pas sûr. À bon entendeur a interrogé plusieurs opérateurs. Sunrise nous dit être en train d'étudier des solutions. Swisscom préfère ne pas communiquer par souci de sécurité. UPC bloque le numéro si un problème de spoofing est signalé. CityCable n'a pas de solution et propose de changer de numéro. Il faudra voir si la révision de la loi sur les télécommunications apporte vraiment une solution contre le spoofing. Elle propose en tout cas un filtrage des appels que le Conseil national a déjà accepté.
Mardi prochain, on se penchera de très près sur un aliment que l'on consomme beaucoup sans forcément le savoir, le maïs. Il est destiné à nourrir les animaux et le genre humain. On le trouve aujourd'hui dans la farine, semoule, amidon, sirop de glucose, céréales pour petit déjeuner, bière, charcuterie, le chocolat, etc. Le maïs est partout. Mais paradoxalement, c'est très difficile d'avoir accès à des sites industriels qui transforment le maïs. D'où vient tout ce maïs? Sur les produits transformés, les origines sont plus que lacunaires. La Suisse est loin de produire assez de maïs, mais on en cultive. Reportage chez des agriculteurs, tous les maïs ne se ressemblent pas. À mardi prochain, d'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.